La notification est arrivée mercredi matin. Réunion urgente interministérielle sur les minerais critiques. Présence obligatoire. Aucune couverture médiatique autorisée. Le timing était curieux. Exactement 72 heures après le plus violent effondrement de l'argent dans l'histoire financière moderne, moins 37% en moins de 3 jours. Des milliards évaporés. Des appels de marge en cascade de Shanghai à New York. Et pourtant, pendant que les investisseurs particuliers regardaient leur portefeuille saigner, le gouvernement américain convoquait discrètement des experts pour discuter du métal qui venait de s'effondrer. Pourquoi ? Bienvenue sur Monnaie ennuyeuse. Avant d'aller plus loin, si vous êtes de ceux qui préfèrent l'analyse de fond aux gros titres sensationnels, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Le 30 janvier 2026, l'argent a atteint un record historique au-dessus de 120 $ l'once. Ce qui se passe sur le marché de l'argent en ce moment ne respecte pas les frontières. Le même jour, le président Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale. Ce qui s'est passé ensuite a été qualifié par les analystes de pire journée pour l'argent depuis mars 1980. 31% de chute en une seule séance, de 120 $ à 72 $. Mais voici ce que personne n'explique. Pendant que l'Occident vendait dans la panique, quelqu'un achetait. En Asie, l'argent physique se négociait avec des primes de 29% au-dessus du prix spot. À Shanghai, les primes atteignaient 7 à 8 $ l'once au-dessus des prix du COMEX. À Dubaï, une pièce d'une once se vendait presque 100 $ quand le contrat papier affichait 72 $, un écart de 80% entre le papier et le physique. Cela ne s'est jamais produit avant. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si ce krach est une opportunité historique ou le début d'une catastrophe. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce que JP Morgan a fait pendant que tout le monde paniquait. En 2011, JP Morgan a commencé à accumuler de l'argent physique, pas des contrats papier, de vraies barres de 1000 onces, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Pendant 15 ans, leur bureau de trading vendait des contrats à terme, créant une pression à la baisse sur les prix. Mais leur division des métaux physiques faisait exactement l'inverse. Ils récupéraient les barres dans les entrepôts du COMEX. Ils les stockaient dans des coffres privés. Ils retiraient l'argent de la circulation, méthodiquement, discrètement. Les estimations des analystes suggèrent que la banque a accumulé plus de 750 millions d'onces. C'est presque l'équivalent de la production minière mondiale annuelle, le tout contrôlé par une seule institution. En décembre 2025, JP Morgan a fermé sa position vendeuse de 200 millions d'onces sur le marché papier. Pour la première fois de l'histoire, la banque était longue à la fois sur le papier et sur le physique. Pourquoi une banque commerciale passerait, elle, 15 ans à construire la plus grande position d'argent physique de l'histoire ? Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est la surface de ce qui se passe réellement sur le marché de l'argent. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube, mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes des entrepôts du COMEX sur les 90 derniers jours et ce qu'elles révèlent sur la disponibilité réelle. Deuxièmement, la liste complète des 44 entreprises chinoises autorisées à exporter et les implications pour l'approvisionnement occidental. Troisièmement, le timing critique où la déconnexion entre papier et physique deviendra irréversible. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus Venezuela, dollar, banque centrale. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui a vraiment déclenché le krach du 30 janvier. Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale de 2006 à 2011, connu pour être un faucon de l'inflation. Sa nomination a été interprétée par les marchés comme un signal clair, moins de baisse de taux. $1 plus fort. Les investisseurs qui avaient acheté de l'argent comme protection contre la dévaluation du dollar ont vendu. Les spéculateurs, avec effet de levier, ont été liquidés. Les algorithmes ont déclenché des ordres stop-loss en cascade. En 48 heures, le marché papier a perdu plus du tiers de sa valeur. Mais voici la contradiction. Le prix papier disait que l'argent ne valait plus rien. Le marché physique disait que l'argent était rare. Les deux ne peuvent pas être vrais simultanément, à moins que le marché lui-même ne soit cassé. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit ? Ou voulez-vous les données complètes ? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent, le Venezuela, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Pour chaque 100 onces d'argent papier négocié, il n'existe qu'une once de métal physique. Le système fonctionne sur le levier, sur la confiance,
sur la croyance que tout le monde ne demandera pas livraison en même temps. Quand la confiance se brise, les promesses papier perdent leur valeur. Seuls les actifs tangibles conservent leur importance. JP Morgan l'a compris après la crise de 2008. Ils ont passé 15 ans à se préparer pour ce moment. Le 1er janvier 2026, la Chine a reclassifié l'argent. D'une matière première ordinaire, il est devenu une ressource stratégique soumise aux licences gouvernementales. Seules 44 entreprises ont reçu l'autorisation d'exporter de l'argent pour 2026 et 2027. Ces entreprises doivent produire au moins 80 tonnes par an pour être éligibles. Les petits et moyens exportateurs sont exclus du marché. Cela crée une structure de quotas de fait. La Chine contrôle 60 à 70% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné. En une décision administrative, Pékin peut réduire de moitié l'offre disponible pour l'Occident. Ce n'est pas une politique commerciale, c'est du contrôle stratégique. Cette mesure fait partie d'une diplomatie des ressources plus large de la Chine. Les mêmes restrictions s'appliquent désormais au tungstène et à l'antimoine, deux matériaux où la Chine domine l'offre mondiale. Le timing n'est pas un hasard, c'est une coordination stratégique. La réunion urgente à Washington n'était pas une réponse au krach, c'était une préparation pour ce qui vient après. Il existe une pièce au Pentagone que la plupart des gens ne verront jamais. Pas de fenêtre, pas de plaque sur la porte, juste une exigence d'habilitation de sécurité et un objectif. À l'intérieur, des analystes suivent quelque chose appelé le stock stratégique national, des matériaux jugés si critiques pour la sécurité américaine que le gouvernement maintient des réserves d'urgence. Titane pour les avions, tungstène pour les munitions, terres rares pour l'électronique, et argent, toujours l'argent. En février 2026, quelqu'un dans cette pièce a remarqué quelque chose d'alarmant. Les calculs du stock ne faisaient plus sens, pas parce que les chiffres avaient changé, mais parce que le monde, autour de ces chiffres, avait basculé. Et personne n'avait mis à jour les hypothèses. Quand les gouvernements bougent, ils bougent sur des renseignements. Quand les banques positionnent, elles positionnent sur des prévisions. Quand les deux se produisent simultanément autour de la même matière première, les observateurs avisés y prêtent attention. L'ordre du jour de la réunion était bref. Évaluation stratégique des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Implication pour la sécurité nationale de la volatilité des matières premières. Préparation industrielle et allocation des ressources. Un élément était classifié. Le nom de JP Morgan apparaissait dans les documents préliminaires, pas comme participant, comme étude de cas. La plus grande banque commerciale d'Amérique était discutée dans une réunion gouvernementale sur l'argent. Le même argent qui venait de s'effondrer. Le même argent où JP Morgan détient des positions qui avaient déclenché des enquêtes réglementaires. En 2020, la banque a payé 920 millions de dollars pour régler des accusations de manipulation sur les marchés des métaux précieux. Et pourtant, ils ont continué à accumuler du physique. Pourquoi le gouvernement américain s'intéresse-t-il soudainement à ce que JP Morgan sait ? Parce que l'argent n'est pas juste un métal brillant, ce n'est pas juste un véhicule d'investissement pour spéculateurs. L'argent est une ressource stratégique, sans laquelle les systèmes modernes ne peuvent pas fonctionner. Chaque système de guidage de missiles contient de l'argent. Chaque panneau solaire nécessite de l'argent. Chaque smartphone, chaque véhicule électrique, chaque tour 5G, de l'argent. L'armée américaine ne peut pas fonctionner sans lui. La transition vers les énergies renouvelables ne peut pas se faire sans lui. La technologie moderne ne peut pas avancer sans lui. Et voici la réalité inconfortable. L'Amérique ne produit pas assez d'argent pour répondre à ses propres besoins. Le pays importe plus de 70% de sa consommation d'argent. Du Mexique, du Pérou, de Chine. Quand le prix de l'argent devient instable, ce ne sont pas seulement les investisseurs qui souffrent. Ce sont les contractants de la défense qui ne peuvent pas sécuriser leurs matériaux. Ce sont les entreprises technologiques qui ne peuvent pas planifier leur production. Ce sont les agences gouvernementales qui ne peuvent pas garantir leur chaîne d'approvisionnement. Un seul missile Tomahawk nécessite plus d'argent qu'un système d'armes entier il y a 40 ans. Un chasseur F-35 contient plus de 1000 onces d'argent dans son électronique. Les systèmes électriques d'un sous-marin nucléaire nécessitent 15 000 onces. La demande militaire a explosé, mais l'offre mondiale décline. La plupart de l'argent vient comme sous-produit de l'extraction du cuivre, du plomb et du zinc. Quand ces industries ralentissent, l'offre d'argent se contracte. L'Agence internationale de l'énergie a publié des projections. Atteindre les objectifs climatiques nécessitera 250 millions d'onces d'argent annuellement d'ici 2030. La production mondiale actuelle est d'environ 800 millions d'onces par an. Et elle décline. Faites le calcul. La transition climatique seule consommera 30% de l'offre mondiale d'argent. Ajoutez l'électronique industrielle, les appareils médicaux, la purification de l'eau, les télécommunications. Le déficit n'est pas théorique, c'est une certitude mathématique. Les analystes parlent de déficit annuel dépassant 5000 tonnes métriques si les exportations chinoises baissent de 50%.
Le Silver Institute a documenté des déficits consécutifs sur 5 à 6 années. La demande industrielle ne cligne pas des yeux quand les prix montent, surtout en Asie. Les fabricants verrouillent discrètement leur inventaire physique, parce qu'ils savent ce qui vient. Et malgré ces déficits, les prix de l'argent sont restés artificiellement supprimés. Comment ? Grâce aux injections d'offres chinoises sur le marché mondial. La terminaison de ce mécanisme de soutien a déclenché des crises de liquidité dans les principaux centres de négoce. Londres, Shanghai. Les retraits d'inventaire physique se sont accélérés tout au long de fin 2025. Le krach du 30 janvier n'était pas la destruction, c'était la validation. Validation que les marchés papier ne peuvent pas soutenir une déconnexion prolongée de la réalité physique. Validation que les ressources stratégiques nécessitent une planification stratégique. Validation que les institutions qui ont compris cela tôt en bénéficieront. JP Morgan a passé 15 ans à prouver une thèse. Que l'argent était un actif stratégique, que des positions physiques pouvaient être construites discrètement, que la volatilité du marché ne changeait pas les fondamentaux sous-jacents. Et maintenant, avec le krach exposant les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement, le gouvernement américain s'intéresse soudainement à comprendre ce que JP Morgan savait. Pensez-y comme un test de stress pour la sécurité nationale. Et les États-Unis ont échoué. Des contractants de la défense ont appelé le Pentagone. Ils avaient jeté des contrats à terme sur l'argent comme couverture de prix. Quand le krach est venu, leurs contreparties ont exigé des paiements de marge, cash immédiatement. Certains contractants n'ont pas pu répondre aux appels. Leurs couvertures se sont évaporées. Maintenant, ils font face au marché spot, où l'argent physique se négocie avec des primes massives, où les délais de livraison se sont étendus à 16 semaines, où les fournisseurs priorisent les clients par relation, pas par prix. Un contractant avait un contrat de missile nécessitant livraison dans 4 mois. Il avait besoin de 37 000 onces d'argent. Son fournisseur au Mexique a dit que la livraison la plus rapide serait dans 6 mois. La chaîne de production du F-35 a ralenti parce que les fabricants de connecteurs ne pouvaient pas sécuriser d'argent. Des installations radars ont été retardées sur 3 navires de guerre, tout à cause de l'argent. Une matière première à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais, qui bloque maintenant la plus grande armée de l'histoire humaine. Ce n'est pas une coïncidence que la réunion urgente ait eu lieu 3 jours après le krach. Ce n'est pas une coïncidence que JP Morgan ait été mentionné dans les documents de briefing. Ce n'est pas une coïncidence que la Chine ait choisi le 1er janvier pour imposer ces nouvelles restrictions. Dans le monde du renseignement, on appelle cela la convergence, quand plusieurs acteurs indépendants arrivent à la même conclusion simultanément, non par coordination, mais en analysant des données identiques. Quand la convergence se produit, elle signale quelque chose de profond. La réalité sous-jacente est devenue indéniable. Février 2026 représente un moment de convergence. JP Morgan détient une position physique de 15 ans. Le gouvernement américain convoque des réunions urgentes sur les minerais critiques. L'argent s'effondre de 41% en 72 heures. Et quelqu'un achète 127 millions d'onces pendant la panique. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des points de données formant un pattern. Un pattern qui révèle une transformation fondamentale du marché se produisant en temps réel. Pour les investisseurs particuliers, les leçons sont claires. Première leçon. Le prix du marché ne reflète pas toujours la valeur sous-jacente. L'argent a chuté de 41%, mais la demande industrielle n'a pas diminué. Prix et valeur se sont séparés. Deuxième leçon. Le positionnement stratégique nécessite une pensée à long terme. JP Morgan a passé 15 ans à construire sa position. Et quand la dislocation était venue, ils étaient positionnés parfaitement. Troisième leçon. La politique gouvernementale suit la réalité du marché. La réunion urgente s'est produite après le krach, pas avant. Les institutions qui anticipent les changements de politique captent une valeur extraordinaire. Quatrième leçon. Les actifs physiques se comportent différemment des actifs financiers pendant le stress. Quand les marchés paniquent, le papier brûle, mais les matières premières physiques deviennent plus précieuses parce que la rareté devient évidente. Le krach était le signal. La réunion urgente était la confirmation. Les primes physiques étaient la preuve. Ce qui vient ensuite dépend d'une question. Les autres institutions et gouvernements apprendront-ils ce que JP Morgan a appris il y a une décennie? Ou continueront-ils à traiter l'argent comme juste une autre matière première, jusqu'à ce que la rareté rende cette position intenable? La réponse déterminera qui prospère et qui se démène pour l'approvisionnement, dans un monde où les ressources stratégiques sont devenues des armes stratégiques. Le pattern ne ment pas. Seul vous décidez si vous allez voir. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe vraiment, abonnez-vous. Nous nous voyons demain, avec les derniers développements.